Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré à l'interpolation de Lagrange, aux polynômes de Lagrange et de Legendre. Donc, on considère n réel 2 à 2 distinctes xi et n réel quelconque yi. Alors, il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, vérifiant p de xi égale yi pour tous les i. Et ce polynôme, c'est celui-là, c'est la somme des yi multiplié par le produit des... Chaque yi étant multiplié par le produit des j différents de i, j allant de 1 à n, x moins xj sur xi moins xj, si n égale 2. Et p de x égale y1, si n égale 1. Alors si n égale 1, on cherche un polynôme de degré égal à 0, donc une constante, telle que p de x1 égale y1, donc c'est p de x égale y1, on n'a pas le choix. Si n est supérieur à 1, on considère les polynômes pi qu'on avait ici, et là on constate que si je remplace x par xi, ça fait un produit des xi moins xj sur xi moins xj, donc ça fait bien 1. Et si on remplace xi par un xj, alors si on remplace x par un xj, donc j différent de i, ben, ça veut dire que ce produit là, est annulé par le facteur xj moins xj. D'accord ? Donc ça va faire 0 pour un des j qui est là. Alors, P, donc P va être égal, si je considère P égale somme de 1 à n des yj pj, eh bien P de xi va être égal à la somme des yj pj de xi. Ce pj de xi, il prend la valeur 1 quand j vaut i, et 0 ailleurs. Donc quand il prend la valeur 1, donc pour i égale j, pour j égale i, pardon, ça fera yi, p, ça fera yi, pi de xi, et donc ça fera yi fois 1, et donc ça fera yi. Voilà. Et pour tous les autres facteurs, eh bien, pour tous les j qui sont différents de i, pj de xi, lui, pj de xi, là j'avais mis pi de xj, pj de xi, du moment que i est différent de j, ça fait 0. Donc il restera bien que y. Donc il vérifie bien les conditions de l'énoncé, et en plus, son degré est inférieur ou égal à n-1, puisque ici vous avez n-1 terme, donc tous ces polynômes pi sont de degré inférieur ou égal à n-1, donc la somme aussi. Voilà. Si Q maintenant, de degré inférieur ou égal à n-1, vérifie aussi Q de xi égale yi, alors on a Q moins P de xi est égal à 0, quel que soit i allant de 1 à n. C'est-à-dire que c'est un polynôme qui s'annule en n termes, parce que les xi sont 2 à 2 différents, alors qu'il est de degré inférieur ou égal à n-1. Donc il est nul ce polynôme. Donc Q moins P égale 0, Q égale 0, ce qui prouve l'unicité. On a démontré l'existence et l'unicité. Deuxième point, soit f une fonction, c'est une conséquence, d'un intervalle de R vers R, contenant les xi qu'il y a là, donc 2 à 2 distincts, nxi. Alors il existe un unique polynôme, en fait c'est une unique fonction polynomiale, mais on peut dire un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, tel que ce polynôme qu'on note pf de xi vérifie f de xi. Alors je fais plus là d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais partout je fais plus le distinguo, je fais pas le distinguo entre la fonction polynomiale qui est associée à un polynôme. D'accord ? Polynôme c'est un objet abstrait avec un déterminé qui est abstraite. Mais là, volontairement, on fait la confusion entre les deux pour ne pas alourdir les écritures. Donc je veux P de f de xi est égal à f de xi. Bon, ça découle de ce que j'ai vu avant, c'est-à-dire qu'il suffit de remplacer les y qui est ici par f de xi. Donc j'ai vu qu'il existe un seul polynôme qui vérifie P de xi est égal à f de xi. Bon, je l'appelle Pf, ce polynôme. Et je dis que c'est le polynôme d'interpolation de f en x1 jusqu'à xn. Voilà. Et ce polynôme, j'ai montré ici qu'il était égal à la somme des yi, donc la somme des f de xi,
pi de j différent de i, j allant de 1 à n, des x moins xj sur xi moins xj. Si n égale 2, puis évidemment si n est égal à 1, bah, il vaut y1, c'est-à-dire f de x1. Voilà. Enfin, si f appartient est de degré inférieur ou égal à n-1, hein, donc je suis dans cette situation. F donc, est un polynôme, j'ai mes xi là, alors p de f est égal à f. Bah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un seul polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, vérifiant p de xi égale f de xi, quel que soit i. Mais si je prends ce polynôme là, que j'ai appelé f, lui aussi, il vérifie f de xi est égal à f de xi, quel que soit i. Quel que soit i. Donc, l'unicité, ça fait que p est égal à f. pf est égal à f. Voilà. Les pi égale pi de x moins xj sur xi moins xj pour j différent de i forment une base de Rn-1 de x. Alors, pourquoi forment-ils une base de Rn-1 de x? Ben déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils appartiennent à Rn-1 de x, parce que ce sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. D'accord? Et ce que je viens de voir, c'est que si f est un polynôme de Rn-1 de x, eh bien, f est égal à pf. Et pf c'est la somme des f de xi, pi pour j égale i, pour j différent de i, des x moins xj sur xi moins xj. Donc, je vois que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 peut s'écrire de cette forme, c'est-à-dire avec ces polynômes ici qui sont justement les pi. C'est-à-dire que tout polynôme f de degré n-1 peut s'écrire f égale somme des f de xi pi. Donc ça veut bien dire que ces polynômes forment une partie génératrice de Rn-1 de x. Seulement ces polynômes-là, ils sont au nombre de n, et l'espace vectoriel Rn-1 de x est de dimension n. Il est engendré par 1x, x au carré, etc. jusqu'à xn-1. Donc j'ai une partie génératrice qui contient le même nombre de vecteurs que la dimension de l'espace vectoriel. Donc c'est une partie libre et c'est une base de Rn-1 de x. Donc les PI, pour i entre 1 et n, allant de 1 à n, forment une base de Rn-1 de x. On va étudier maintenant l'approximation entre la fonction f et puis le polynôme pf, d'interpolation de f en x1, x2, xn. Alors ces xi, là, je les choisis, je les mets en ordre croissant dans l'intervalle AB. Je suppose que f est de classe Cn sur AB. Alors, quel que soit x appartenant à AB fermé, il existe cx appartenant à AB ouvert, tel que f de x moins pf de x est égal à f énième de cx sur factoriel n de x, avec n de x égale pi de 1 à n des x moins xi. Donc ça, c'est un polynôme de degré n. Ici. Alors, démonstration. Premier cas, donc les x n'est pas un xi. On considère alors phi de x égale, ça c'est un schéma de démonstration très classique. On démontre par exemple les formules de Taylor comme ça. F de x, donc on considère phi de x égale f de x moins pf de x moins grand A n de, alors moins grand, alors j'ai appelé t là, donc phi de t égale f de t moins pf de t moins grand A n de t. Et on choisit grand A pour que phi
de x soit égal à 0. Voilà, c'est ça. Bon, bah, il n'y a pas le choix du grand A, donc c'est forcément f de x moins pf de x sur n de x, ce qui est possible parce que n de x n'est pas nul, vu que x est différent de tous les xi. Donc il y a un seul grand A possible, c'est celui-là. Alors, phi est de classe C1 et s'annule en x1, tous les xi, et puis x. Hein, mettons là, j'ai mis n égale 3, x, il pourrait être là, enfin, peu importe, ça s'annule en... ça s'annule en n plus 1 point, ce qui fait n intervalles entre les points. Donc j'applique le théorème de Rolle sur chacun de ces intervalles, et donc je vais avoir que phi' s'annule eh bien, une fois de moins, c'est-à-dire n fois. Hein? Donc ici, par exemple, j'avais 4 points, ça va s'annuler 3 fois. D'accord? Ça va s'annuler, phi' va s'annuler 3 fois. Et donc ensuite, phi seconde va s'annuler 2 fois. Et donc, phi troisième va s'annuler une fois. Voilà. Alors, tout ça pour dire que par une récurrence facile, comme phi est de classe Cn, on montre que quel que soit k égale 1 jusqu'à n, la dérivée km s'annule en n plus 1 moins k point. Alors, supposons que ça soit vrai, hein, et que k soit inférieur strictement à n. Donc, phi km s'annule en n plus 1 moins k point. J'applique le théorème de Rolle sur les intervalles déterminés par ces n plus 1 moins k point, et je vais avoir que phi de 4 plus 1 s'annule en n moins k point, c'est-à-dire en n plus 1 moins, entre parenthèses, k plus 1 point. Donc, ça prouve que la récurrence marche bien. Donc tout ça pour en arriver à dire que donc ça c'est toujours vrai, k égale 1 jusqu'à n, et donc si je l'applique à n, ça voudra dire que phi n s'annule en n moins n plus 1, donc en un point. En un point, c'est x qui appartiendra forcément à AB ouvert, puisque dès la première fois où on applique Rolle, là, phi', eh bien déjà on est sur AB ouvert, hein, puisque les points les CX, d'après le théorème de Rolle, quand on applique le théorème de Rolle sur un intervalle AB, le point que l'on trouve, le CX, il est sur l'intervalle ouvert. Donc voilà. Donc maintenant, il suffit que je regarde maintenant comment est la dérivée énième de phi. Alors c'est la dérivée énième de f, moins la dérivée énième du polynôme, moins, et ça c'est une constante, hein, la dérivée énième de n. Moins, alors la dérivée énième de n. N c'est ça, d'accord? C'est un polynôme de degré n. Sa dérivée énième, c'est la dérivée du terme de plus haut degré, ça va être factoriel n. Donc ça va être factoriel n, d'accord? Factoriel n de t est égal, en fait factoriel n est une fonction constante. Ce polynôme-là, sa dérivée énième, sa dérivée énième c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il est degré n-1, le PF. Donc, il va me rester, puisque phi énième de t, phi énième de cx égale 0. Donc, ça veut dire que f énième de cx moins a factoriel n est égal à 0. Et donc ça veut dire que a est égal à f énième de cx sur factoriel n. Donc du coup, f de x moins pf de x va être égal à f énième de cx. Je suis perdu. Donc j'ai trouvé ça, que a est égal à ça. Oui, c'est pas ça, c'est ce que je voulais montrer. Là, c'est ici que j'interviens. A est égal à f énième de cx sur factoriel n. F énième de cx sur factoriel n. Donc ça veut bien dire que f de x moins pf de x
est égal à n de x fois f énième de cx sur factoriel n, et c'est gagné. Voilà. Et donc, j'obtiens bien le résultat. Alors, ce n'est pas un résultat qui est exceptionnel, ça, comme après je pourrais passer aux valeurs absolues. C'est pas exceptionnel, pourquoi? Bon, il y a factoriel n, ça c'est plutôt pas mal, mais on n'a pas trop d'infos sur f énième. Hein. F énième peut être un nombre très grand. Hein. Et puis n de x, c'est quand même un polynôme de degré n, c'est pas rien. D'accord? Donc a priori, c'est pas très folichon comme approximation. C'est-à-dire, si je dis que f est à peu près égal à ça, l'erreur que j'ai commise risque d'être grande. Ça, c'était quand x n'était pas un xi. Qu'est-ce qui se passe quand x est un xi? Bah là, on peut prendre n'importe quel cx à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si x est un xi, ça fait f de xi moins pf de xi. Mais pf de xi, c'est f de xi. Donc ça fera 0, ça. D'accord? Et n de xi, ben n de xi, je remplace ici, il va annuler un des facteurs, donc ça fera 0 aussi. Donc là, je peux mettre n'importe quoi. Donc, je peux mettre n'importe quel cx, par exemple, je peux prendre a plus b sur 2, hein, le milieu du segment AB, comme ça je suis tranquille, je suis bien dans AB ouvert. Voilà. Et donc, la propriété est démontrée. Montrons d'abord qu'on peut se ramener de l'intervalle AB à l'intervalle moins 1. Il suffit de faire un changement de variable classique par cette fonction affine strictement croissante, qui est donc une bijection affine de moins 1 vers AB. Donc évidemment C infini, et qui nous permet donc de supposer maintenant que f est défini sur l'intervalle moins 1. Donc on suppose que maintenant que in là est un polynôme unitaire de degré n supérieur ou égal à 1 et qu'il admet n racines forcément simples puisque je les suppose 2 à 2 distinctes. Donc n racines simples alpha 1 jusqu'à alpha n, 2 à 2 distinctes, appartenant à moins 1, et donc forcément comme il est unitaire, et n sera égal au produit des x moins alpha n. Et vérifiant, on suppose surtout ça, enfin pas surtout, mais on suppose en plus ça, que somme de moins 1 à 1 des in cube de t dt est égal à 0, quel que soit q appartenant à Rn moins 1 de x. Alors, quel que soit f appartenant à R 2n moins 1 de x, le polynôme d'interpolation pf en alpha 1 jusqu'à alpha n vérifie somme de f est égale à somme de pf. Alors attention, hein, je suppose qu'il existe, qu'il vérifie ça. Alors je démontrerai dans le paragraphe suivant qu'effectivement, il y en a un, in, il y a un polynôme in qui convient et qui vérifie, qui est unitaire et qui vérifie ce genre de condition. Et qui a n racines dans moins 1. Pour le moment, je ne me pose pas la question de l'existence, je suppose qu'il en existe un qui vérifie ça. Démonstration. Eh bien, on divise f par in. Parce que f, c'est un polynôme. Donc, je peux le diviser. Donc, ça fait f égale inq plus r, puisque in est un polynôme non nul, avec degré de r qui est inférieur à degré de in, donc inférieur strictement à n. Donc, inférieur ou égal à n-1. Alors, le degré de q est inférieur ou égal à n-1, parce que sinon, il serait supérieur ou égal à n. Et dans ce cas-là, in qui est de degré n, multiplié par q qui est de degré supérieur ou égal à n, ça nous ferait du degré supérieur ou égal à 2n, plus un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, ça nous ferait donc de toute façon un polynôme de degré supérieur ou égal à 2n, alors qu'on a supposé f de degré inférieur ou égal à 2n-1. Donc, on peut dire que le degré q est inférieur ou égal à n-1. Voilà. Donc, du coup, je peux appliquer ça. Comme il est inférieur ou égal à n-1, eh bien, la somme des inq est égale à 0. Mais si je prends ça, cette
relation-là, la somme de f est égale à la somme de INQ plus somme de R. Mais comme cette somme-là est égale à 0, ça fait somme de R. Alors maintenant, reprenons ça et considérons les f de alpha i. Ben, c'est IN de alpha i multiplié par Q de alpha i plus R de alpha i. Seulement IN de alpha i, ça fait 0. Donc j'obtiens que f de alpha i est égal à R de alpha i, hein, quel que soit i allant de 1 à n. Et d'autre part, le degré de R est inférieur ou égal à n-1. D'après l'unicité du polynôme d'interpolation de f, j'en déduis que R est le polynôme d'interpolation de f. Mais alors du coup, somme de f qui était égale à somme de R, ça devient égal à somme de PF. Et donc le résultat est démontré. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il existe un unique polynôme Pn unitaire de degré n, tel que 1 soit vérifié, c'est-à-dire somme de moins 1 à 1 de Pn Q de t dt est égal à 0 pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. On pose P0 égale x, ça ce sera pour la suite. Là je vais démontrer ça pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, pour n égale 1 d'abord, donc Pn unitaire, donc de la forme x plus b. Q de degré inférieur ou égal à 1 moins 1, 0, donc Q est une constante K. Je veux avoir ça égal à 0, quel que soit Q, donc quelle que soit la constante K. Donc en fait, je veux que ça soit égal à 0. Et ça vaut 2bt, et donc ça fait b égale 0. 2bt, alors en 1 moins 1, 2b je veux dire. Donc ça fait b égale 0, et donc P1 égale x, il est unique. Supposons maintenant le résultat vrai de l'ordre 0 jusqu'à l'ordre n. On a une suite de polynômes unitaires qui vérifient à chaque fois ça. Ils forment donc une base de Rn de x parce que leur coefficient en x puissance k est égal à 1 pour chaque pk. Ça c'est un résultat classique de l'algèbre. On cherche Pn plus 1 unitaire, donc appartenant à Rn plus 1 de x, donc de degré n plus 1, je veux dire, hein, unitaire de degré n plus 1, tel que somme de moins 1 à 1 de Pn de t, Q de t dt soit vrai pour tout polynôme Q inférieur ou égal à 1. Donc, si ce résultat est vrai, il sera vrai notamment si je remplace Q par les PI, puisque les PI sont de degré inférieur ou égal à n. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Pn plus 1, c'est un polynôme unitaire de degré n plus 1. Donc, il commence comme ça. Derrière, il y a un polynôme de degré n. Donc, il va s'exprimer en fonction des pk. Donc, somme de 0 à n des alpha k pk. Maintenant, j'exprime cette intégrale qui vaut 0. Donc, je remplace, j'ai ça que je dois multiplier par pi. Donc, ça me fait xn plus 1 pi et somme des alpha k pk pi. Bon, alors je regarde ça maintenant, cette intégrale, hein, parce que je peux séparer la somme, l'intégrale, elle arrive ici. Pour k inférieur ou égal à i-1, je vais avoir pi de t, intégrale de pi de t pk de t dt égale 0, parce que à ce moment-là, là c'est pi, puis là c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à i-1. D'accord? C'est bien exactement ça. Donc ça vaut 0. Et on a pareil, hein, quand on change i en k, dès que i est inférieur ou égal à k-1, on a ça aussi. Donc en fait, dans cette somme, il va rester uniquement le terme k égale i qui ne sera pas nul. Tous les autres seront nuls. Alors pour k égale i, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir ça, pi de t, plus alpha i somme de moins 1 à 1 de pi carré de t dt, puisque ça fait pi, est égal à 0. Le polynôme pi, il est unitaire, donc il n'est pas nul. Pi carré va être positif, et comme c'est un polynôme, c'est une fonction continue, et donc pi carré continu non nul, donc ça c'est une intégrale qui n'est pas nulle. Donc en faisant passer de l'autre côté, je vais avoir en fait alpha i qui sera égal à moins ça divisé par ça. J'aurai un unique alpha i, c'est ça qui compte, d'accord? J'aurai un unique alpha i, et donc comme Pn plus 1 est égal à ça,
et que tous les alpha k sont uniques, j'aurai un unique Pn plus 1. Maintenant, il me faut vérifier que l'on a ça pour tout degré, pour tout polynôme q de degré inférieur ou égal à n. Donc, je prends q de degré inférieur ou égal à n, donc appartenant à Rn de x, donc qui s'écrit en fonction des pk, enfin des pi, j'ai mis là. Donc, j'écris cette intégrale en remplaçant q de t par ça. Ça me fait somme des lambda i, somme de moins 1 à 1 des pn plus 1 de t, pi de t dt. Bah oui, mais seulement cette intégrale-là, elle est toujours égale à 0. Donc, j'ai bien cette intégrale qui est nulle. C'est bien le résultat que je voulais avoir. Là, c'est à l'ordre n plus 1. Et j'avais démontré avant que mon Pn plus 1 il était unique. Donc, par le théorème de récurrence, cette propriété qui était vraie à l'ordre 1, qui est vraie à l'ordre n plus 1 quand on suppose que tout ça est vérifié entre 0 et n, et bien le théorème de récurrence nous dit que c'est toujours vrai. Et donc, la propriété est démontrée. On a vu que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il existait un polynôme unitaire Pn de degré n, vérifiant somme de Pnq est égale à 0 pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Montrons que somme de moins 1 à 1 de Pn est égale à 0, puis que Pn a au moins une racine d'ordre impair, puis que Pn admet n racines simples dans moins 1. Donc, on prend q égale 1, qui est de degré 0, donc inférieur ou égal à n-1, parce que j'ai pris n supérieur ou égal à 1. Donc, je peux remplacer ici q par 1, et j'obtiens somme de Pn fois 1, c'est-à-dire somme de Pn, qui est égale à 0, donc j'obtiens exactement ça. Pn s'annule forcément entre moins 1 et 1, sinon il garderait un signe constant qui serait positif ou négatif. Et donc, comme Pn est un polynôme donc continu, eh bien l'intégrale serait strictement positive ou strictement négative, ce qui est faux puisqu'elle est nulle. Donc, il s'annule. Si toutes les racines étaient d'ordre pair, alors Pn serait positif sur moins 1, 1 privé de ses racines d'ordre pair. En effet, Pn pourrait s'écrire comme donc une partie avec que des racines d'ordre pair, donc positives, et puis fois des polynômes du second degré irréductibles, qui eux donneraient une partie qui ne change pas de signe sur moins 1, 1. Donc en fait, à ce moment-là, Pn ne changerait pas de signe, sauf il s'annulerait un nombre fini de fois, et sinon il garderait le même signe entre moins 1 et 1, donc l'intégrale serait, grâce à la continuité, toujours positive ou négative alors qu'elle est nulle. Donc ça veut dire qu'il y a des racines d'ordre impair. Supposons qu'il y ait j racines d'ordre impair sur moins 1. Donc et considérons ce polynôme-là qui est le produit des x moins xk, où les xk sont les racines d'ordre impair. Supposons que j est inférieur à n. J est de toute façon supérieur ou égal à 1 parce qu'il y a au moins une racine d'ordre impair. Je considère donc ce polynôme-là, il appartient, puisque j est inférieur à n, il appartient à Rn moins 1 de x, donc j'ai ça. C'est-à-dire que je peux remplacer ici par Qn. Bon, alors voyons, ça pose un problème, parce que dans Pn, il y a une partie comme ça avec des exposants ici impairs. Quand je vais multiplier par ça, ça fera que les exposants seront pairs. Autrement dit, Pn, Qn, il n'aura que des racines d'ordre pair. Et à côté de ça, des polynômes du second degré irréductibles éventuellement, qui garderont un signe constant. Donc c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Ça veut dire que Pn, Qn, il gardera le même signe, sauf un nombre fini d'endroits où il s'annule. Et donc, grâce à la continuité, on aurait à ce moment-là une intégrale qui serait strictement négative ou strictement positive, ce qui est faux. Donc, j est égal à n, et donc Pn a n racines simples dans moins 1, 1, puisqu'il aura n racines d'ordre impair, donc simple. Enfin, il a n racines simples, voilà. Comme elles sont simples, elles sont d'ordre impair. Alors maintenant, nous allons montrer que Pn est égal à ça. Alors, on va d'abord, j'appelle P ce polynôme, je ne sais pas encore que ça va être le Pn qui est là.
Et donc je constate d'abord qu'il est unitaire de degré n, en effet. Ici, le degré le plus important, c'est x puissance 2n. Bon, il y a ce coefficient. Quand je dérive x à la puissance de n fois, j'obtiens 2n fois 2n moins 1 jusqu'à n plus 1 divisé par, alors multiplié par le coefficient, là. Et ça fois ça, ça fait factoriel de n. Sur factoriel de n, ça fait 1. Et évidemment, quand je dérive ça n fois, j'obtiens du x puissance n. Donc j'obtiens x puissance n. Donc le polynôme est de degré n et il est unitaire. D'accord? Pour montrer maintenant que c'est bien le Pn qui convient, il faut que je démontre que somme de P de t, Q de t dt est égal à 0, quel que soit Q, appartenant à Rn-1 de x, parce que je sais qu'il y a unité de ce polynôme-là. Donc, prenons un polynôme Q de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, on veut étudier somme de Pn Q de t. Bon, il y a ces coefficients, je les laisse tomber, il suffit que je fasse le calcul avec ça, il faut que je trouve 0. J'appelle I cette intégrale. Et j'intègre par rapport à ça. Donc j'intègre, ça me fait le degré d'intégration, au lieu d'être n, de dérivation, ça devient n-1. Et je dérive Q'. C'est une intégration par partie. Et là, je dis que moins 1 et 1 sont des racines d'ordre n de x2 moins 1 à la puissance n. Donc, ici, comme j'ai dérivé n moins unième fois, ça va s'annuler, c'est-à-dire x2 moins 1 à la puissance, la dérivée n moins 1 de x2 moins 1 à la puissance n va s'annuler en 1 et en moins 1. Donc, il ne me reste plus que ça. D'accord? Et maintenant, on continue, quoi. Hein. Donc, par une récurrence, je peux démontrer que i est égal à moins 1 puissance k, somme des x2 moins 1, somme de la dérivée n moins k de x2 moins 1 à la puissance n, multipliée par la dérivée k'ième de q. Alors, on vient de voir que c'était vrai à l'ordre 1, je suppose que c'est vrai à l'ordre k. Alors, moi, je veux démontrer que c'est vrai à l'ordre k inférieur ou égal à n. Mais pour faire ma récurrence, je vais supposer que c'est vrai à l'ordre k, mais je vais supposer qu'il est k inférieur ou égal à n-1 pour pouvoir réintégrer une nouvelle fois. Donc, je pars de là et j'intègre une nouvelle fois. D'accord? Et je fais donc mon intégration par partie. Alors, je vais avoir moins 1 puissance k qui me fait plus ça. D'accord? Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Ça s'annule parce que j'ai choisi k inférieur ou égal à n-1. Et donc, ça va s'annuler en moins 1 et puis 1. Je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et donc, il ne me reste plus que ça. Parce que j'ai dérivé, évidemment, hein, j'ai fait une intégration par partie, donc là j'ai dérivé. Et donc j'ai prouvé que la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, c'était une récurrence sur k, donc elle est toujours vraie par le théorème de récurrence. Donc j'ai ça qui est vrai, quel que soit k, inférieur ou égal à n, parce que là, si par exemple k était égal à n-1, là du coup j'arrive à l'ordre n, dans ma démonstration. Donc voilà, c'est vrai, pour tout k inférieur ou égal à n, je vais choisir maintenant k égale n, et je vais trouver que i est égal à moins 1 puissance n, somme de moins 1 à 1, de t2 moins 1 à la puissance n, que je dérive n moins n fois, c'est-à-dire que je ne dérive pas, donc ça me fait exactement ça, q nième de t dt. Sauf que q est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc ça vaut 0. Donc c'est une intégrale de 0 et ça fait 0. Et donc en multipliant par ce coefficient-là, j'obtiens que somme de ce polynôme-là, que j'appelle p, somme de p de t, q de t dt est égal à 0 pour tout polynôme q appartenant à Rn-1 de x. Mais en plus, p, je sais qu'il est degré n et qu'il est unitaire. Eh bien, unicité du polynôme P, le polynôme P, c'est forcément le polynôme Pn. Donc Pn est bien égal à ça. Et la proposition est démontrée. Alors, on a démontré que le polynôme Pn avait n racines simples dans moins 1, 1.
On peut le vérifier autrement, alors c'est une vérification inutile, hein, c'est pour le fun. Hein. Donc il suffit, je me débarrasse des coefficients qu'il y avait devant, il suffit de vérifier donc que ce polynôme-là admet n racines dans moins 1. Alors, je pose phi de x égale x2 moins 1 à la puissance n. Évidemment, moins 1 et 1 sont racines, et j'applique le théorème de Rolle, et donc phi prime, parce que phi est de classe C infini, phi prime il existe C1 entre moins 1 et 1 tel que phi prime est égal à 0. Phi prime a une racine entre moins 1 et 1. Bon, mais j'ai supposé n supérieur ou égal à 1. Moins 1 et 1 sont aussi des racines, d'ordre n de phi. D'accord ? Donc, elles sont aussi racines de phi, phi prime, jusqu'à phi d'ordre n-1. D'accord ? Donc, si n est supérieur ou égal à 2, eh bien, j'ai phi prime qui s'annule en C1, mais qui est nul aussi en moins 1 et 1. Et donc, par le théorème de Rolle, je peux recommencer. Et donc, je vais trouver que phi seconde s'annule entre moins 1 et C1, et entre C1 et puis 1. Donc, en deux endroits. Je vais avoir phi seconde qui aura deux racines. J'avais phi prime qui en avait une, et phi seconde qui va en avoir deux. D'accord ? Etc. J'ai envie de continuer. Et donc, je considère la propriété qui dit que phi km s'annule en C1, C2, je les mets en ordre croissant, appartenant à moins 1, 1. Donc, j'ai vu que c'était vrai à l'ordre 1. Quand j'avais dérivé une fois, phi prime avait une racine. D'accord ? Supposons que ça soit vrai, ça, pour k inférieur à n. À ce moment-là, je peux recommencer. En fait, je vais démontrer que ça, c'est vrai pour tout k inférieur ou égal à n. Ça va être ça, ma propriété de récurrence. Mais je suppose que c'est vrai pour k inférieur à n. Donc, phi km s'annule en moins 1 et 1. Donc, j'ai k fois. Donc, C1, C2 jusqu'à CK. Bon. Sauf que, puisque k est inférieur à n, phi km va aussi s'annuler en moins 1 et 1. D'accord ? Et donc, j'applique Rolle sur moins 1, C1, sur entre C1 et C2, entre C2 et C3, jusqu'à entre CK et 1. Et donc, je vais avoir alpha, j'ai une racine de plus pour la dérivée k plus unième par rapport à l'autre. Et donc, je vais avoir k plus une racine pour phi k plus 1. Ce qui prouve que la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, donc toujours vrai. Donc, on a bien phi k qui s'annule en k fois entre moins 1 et 1 pour tout k inférieur ou égal à n. Et donc, en particulier, à l'ordre n, phi n s'annule n fois. D'accord ? Bon, mais phi n, c'est quoi ? Ben, c'est justement... Alors, c'est pas tout à fait mon polynôme Pn, hein, parce que mon polynôme Pn, il y avait un coefficient lambda. D'accord ? Et donc, ça veut dire que alors, mon polynôme Pn qui était égal à ça, qui est de degré n, d'accord, eh bien, je viens de voir qu'il avait n racines, ben, il ne peut pas en avoir davantage, donc Pn a exactement n racines simples. Voilà. Et donc la propriété est démontrée, enfin elle est redémontrée, en fait, on aurait pu s'en passer. Conclusion. Alors, on a vu que Pn, qu'on peut appeler polynôme de Lagrange, est égal à n factoriel sur 2n factoriel multiplié par dérivée énième de x2 moins 1 à la puissance n, que c'est l'unique polynôme unitaire de degré n vérifiant somme de Pn Q de t est égal à 0 pour tout P de degré inférieur, polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, que Pn a n racines simples alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 à 1, et que somme de moins 1 à 1 de f de t dt, que j'appelle toujours I de f,
est égal à la somme de moins 1 à 1 de f de t dt, j de f, pour tout polynôme f de degré inférieur ou égal à 2n moins 1. Pf, c'est le polynôme d'interpolation de f suivant les alpha k. Polynôme qui est défini pour toute fonction de moins 1 vers R. Et d'ailleurs, il est défini comme ça, Pf de x est égal à la somme des f de alpha j multiplié par ce truc-là, là où on prend des produits de n-1 facteur. Voilà. Et cette formule-là montre d'ailleurs que on passe de f à p de f en faisant que c'est linéaire. Quoi. Pourquoi? Parce que si je remplace dans cette formule f par f plus g, bah, ça fait p de f plus g égale p de f plus p de g. Et si je remplace f par lambda f, j'obtiens bien p de lambda f est égal à lambda pf. Enfin, on avait vu que solde de moins 1 à 1 de pf de x dx est égal, enfin c'est évident, hein, à la somme des f de xi, on voit, c'est pas on avait vu, mais on voit que c'est égal à ça, ou lambda j, lambda j c'est quand on intègre ça, hein, tout simplement. Voilà. Donc par la suite, on prendra f de classe C2n hein, sur moins 1. Donc de classe C2n, ça veut dire que la dérivée 2n est continue sur le compact moins 1, donc elle est majorée, elle est bornée, et donc on peut trouver m strictement positif tel que l'on met ça. Et on montrera que dans ce cas-là, i de f moins j de f, hein, avec i de f défini comme avant, là, et j de f aussi, en valeur absolue inférieure ou égale à 4m sur 2n plus 1 factoriel, et là, c'est une convergence assez rapide. Alors, on en profite pour parler un petit peu des polynômes de Legendre, qui sont définis par ln égale 1 sur 2 puissance n, n factoriel, dérivée énième de x2 moins 1 à la puissance n. Donc, on voit facilement qu'on peut passer des Pn au Ln et inversement. Donc, Ln est égal à 2n factoriel sur 2 puissance n factoriel n au carré fois Pn. Bon, bah, ça c'est évident. Hein, genre, ça vient du fait que ça c'est égal à 2n factoriel Pn sur n factoriel. Donc, je remplace et ça me fait 2n factoriel sur 2 puissance n factoriel n au carré Pn. Donc on pose P0 égale 1, ce qui fait que L0 va être égal à 1 sur 1 fois P0, donc ça fait 1. P1, P1 j'applique la formule, c'est 1 sur 2 dérivée première de x2 moins 1, c'est-à-dire ça fait 2x, donc c'est 1 demi de 2x, donc ça fait x. Et donc L1 va être égal, je remplace ici n par 1, et je trouve 2 sur 2 P1, donc ça fait x aussi. P2 est égal à factoriel 2, c'est-à-dire 2 sur factoriel 4, 4 fois 3, 12 fois 2, 24, 2 sur 24, dérivée seconde de x, je développe x4 moins 1, non, x2 moins 1 au carré, c'est-à-dire x4 moins 2x2 plus 1. Donc quand je dérive 2 fois, ici ça va faire 4 fois 3, 12, ça va faire x au carré. Et ici ça va faire un terme constant qui sera égal à moins 8 sur 24, c'est-à-dire moins 1 tiers. Et donc L2, je l'obtiendrai en multipliant par factoriel 4 sur 4 fois 4, 16. Donc factoriel 4, c'est 24 sur 16. 24 sur 16, ça fait 24 sur 16, j'ai dit 24 sur 16. Je divise par 8, ça fait 3,5. Donc je multiplie par 3,5. 3,5 de x2 moins 1,5. Voilà pour L2. Et je fais la même chose pour L3. P3 d'abord, en dérivant 3 fois factoriel 3 sur factoriel 6, qui me fait 6 sur 7, je ne sais pas ce que ça fait, factoriel 3 fois 2, 6. Factoriel 6, ça doit bien faire... factoriel 6, ça fait 720, donc ça fait 1 sur 120, et je dérive ça 3 fois, et je trouve ça. Et après, je multiplie par factoriel 6 sur 8 fois 6 au carré, c'est-à-dire 36, et j'obtiens, je vous laisse faire le calcul, 5 demi de x cube,
moins 3 demi de x. Voilà. Alors ce qu'on va voir sur tous ces polynômes, là, Pn et puis Ln, c'est qu'on peut trouver des relations de récurrence qui permettent de calculer les Pn ou les Ln les uns après les autres. On peut aussi démontrer que Ln, alors Pn aussi, sont solutions d'équations différentielles du second ordre. Donc une dernière petite précision sur les polynômes de Legendre. Donc les polynômes définis par cette relation. On va montrer qu'ils sont égaux à ça. On peut en fait d'ailleurs échanger le x-1 et le x plus 1 et mettre ici x plus 1 puissance n-k, x moins 1 puissance k, on va le voir. Donc on utilise la formule de Leibniz avec u qui vaut x moins 1 puissance n, v x plus 1 puissance n, parce qu'on remarque que x2 moins 1 à la puissance n, c'est x moins 1 puissance n fois x plus 1 puissance n, autrement dit c'est uv. Et donc le polynôme de Legendre est égal à 1 sur 2 puissance n, n factoriel, dérivée énième de uv. Donc on écrit la formule de Leibniz, on constate que la dérivée km de u, donc ça consiste à dériver k fois x plus 1 à la puissance n, donc ça fait n fois n moins 1 jusqu'à n moins k plus 1, c'est-à-dire ça, fois x moins 1, pardon, à la puissance n moins k, et puis bon, on a pareil pour la dérivée, cette fois-ci n moins km de x plus 1, qui va donc nous faire n moins k, c'est-à-dire x plus 1 à la puissance k, factoriel n sur factoriel de n moins k, c'est-à-dire factoriel k. Ça et ça nous fait ça. Il va rester un factoriel n, et puis j'ai ça. Sauf que k parmi n va être multiplié par ce k parmi n, donc il va être au carré. Puis il y avait une division par factoriel n qui va supprimer ce factoriel n. Et donc je trouve que ln est égal à 1 sur 2 puissance n. Somme pour k égale 0 à n de k parmi n au carré, x moins 1 puissance n moins k, x plus 1 puissance k. Et je remarque que si j'avais utilisé Leibniz en échangeant u et v, eh bien j'aurais eu x plus 1 à la puissance n moins k, x moins 1 à la puissance k. Et donc c'est gagné. Suite de la démonstration, mais d'abord bon Noël à tous. Cette démonstration je l'ai commencée hier et je la finis aujourd'hui, petite pause. Je rappelle qu'on a le polynôme Pn qui au coefficient près, mais c'est pas le même coefficient, pourrait être un polynôme de Legendre, mais c'en est pas un à cause du coefficient. Il a n racines distinctes et j'appelle désormais lambda j égale cette intégrale où πj est égal au produit des x moins alpha k, c'est-à-dire ça, moins un des termes, un des facteurs, donc pas différent de j. On va montrer que lambda j est toujours supérieur à 0. On considère la dérivée de Pn, donc la dérivée de ça. Alors quand on a un produit de fonctions, c'est-à-dire là il y a n facteurs, donc si je prends un produit avec n facteurs, là, qui sont tous dérivables, la dérivée s'obtient en dérivant un facteur et en laissant les autres tranquilles. Donc somme de u' pi des autres qui ne sont pas égaux à i. C'est la généralisation de la formule dérivée de uv égale u'v plus uv'. Ça se démontre facilement par récurrence, je ne le fais pas ici. Donc ici, et bien ici, comme la dérivée de chaque terme, ça fait 1, donc ça va faire somme des 1 fois les πk. Donc ça fait somme des πk. Et donc P'N de alpha j est égal à somme des πk de alpha j. Comme les πk de alpha j sont nuls quand k est différent de j, il ne reste plus que πj de alpha j qui lui n'est pas nul, parce que quand on fait le produit pour k différent de j des alpha j moins alpha k, on ne peut pas obtenir 0 vu que alpha j est différent de tous les autres alpha k, vu que les racines sont 2 à 2 disjointes. Donc que ça soit ça ou ça, qui sont égaux, ils sont différents de 0. Ça va servir après. Pf de x, donc l'approximation de Lagrange de f, est égale, ça on l'a déjà vu, à somme, oui, c'est le polynôme qui fait somme des f de alpha i, ce produit-là, et donc somme des f de alpha i, pi de x sur pi de alpha i. D'accord? C'est
le polynôme qui vaut f de alpha i, quel que soit. Et j, ce que j'ai appelé j de f, hein, c'est cette intégrale-là, qui va approximer l'intégrale que j'ai appelée i de u, i de f, qui est elle la somme de moins 1 à 1 de f de x dx. Donc là c'est j. Elle est égale à, quand on veut intégrer ça, on est amené à intégrer ça où il y a du x. Le reste on le sort. Donc c'est somme de f de xi lambda i avec lambda i est égale à ça. Bon, la somme de moins 1 à 1 de Pn P' de j, elle est égale à 0 parce que le degré de P'j est égal à n-2. On dérive du n-1 et donc c'est inférieur à n-1 et donc on sait que ça fait 0. Et donc en intégrant par partie ce truc-là, Pn Pj moins P'n Pj, ça nous fait 0, d'où l'égalité. Mais si j'appelle U ce truc-là, il est de degré de n-1 plus n-1 égale 2n-2, donc inférieur à 2n-1. Et donc on peut dire que la somme de moins 1 à 1 de je suis pas là, oui, que l'intégrale de U, donc l'intégrale de U c'est ça, d'accord? Eh bien elle va être égale à J de U parce que U est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2n-1. Donc j'ai ça. Et J de U c'est quoi? Ben, J de U c'est la somme de 1 à n des lambda k, U de alpha k. Tout ça, ça a été démontré avant. Donc ici, ça va nous faire somme de 1 à n des lambda k et le U, bah, c'est P'N de alpha k, puis J de alpha k. Mais pour J de différent de k, bah, pi J de alpha k est nul. Donc il va rester là encore une fois que lambda J, P'N de alpha J, pi J de alpha J. D'accord? Et donc ça veut dire, si je reprends cette égalité, entre moins 1 et puis 1, que Pn de 1, pi J de 1 moins Pn de moins 1, pi J de moins 1, va être égal à lambda J, P'N de alpha J, pi J, mais le pi J là, il est égal aussi à P'N, donc ça fait P'N de alpha J au carré. Alors maintenant, je vais remarquer que Pn de moins 1 en valeur absolue est égal à la valeur absolue de Pn de 1. Pourquoi? Parce que ce polynôme Pn qui est là, il est de la forme n factoriel sur 2n factoriel, dérivé énième d'un polynôme Q. Un polynôme Q qui est pair, parce que c'est x de moins 1 à la puissance n. Q de moins x est égal à Q de x. Donc quand on dérive n fois, on pose d'une récurrence, on est habitué à faire ça, hein, et bien ça nous fait que Q énième de moins x va être égal à moins 1 puissance n Q énième de x. Et donc si je remplace le x par 1, ou par moins 1 d'ailleurs, j'obtiens que il diffère Q énième de 1 et Q énième de moins 1 d'un facteur moins 1 puissance n. Donc en prenant la valeur absolue, ils sont égaux. Donc en prenant le carré, ils sont égaux aussi. Et donc quand je vais calculer quoi? Ah bien, alors, pi j de 1, c'est Pn de 1 sur 1 moins alpha j, mais il est multiplié par Pn. Donc je vais avoir du Pn carré de 1 sur 1 moins alpha j. Moins. Et là, je vais avoir du Pn de moins 1 fois Pn de moins 1, c'est-à-dire du Pn de moins 1 au carré, moins donc 1, sur moins 1 moins alpha j, ce qui reviendra à faire plus Pn carré de 1, parce qu'ils sont égaux, Pn carré de 1 sur 1 plus alpha j. Et donc, quand je vais additionner les deux, ça va me faire 2 Pn carré de 1 sur 1 moins alpha j au carré. D'accord? Ça, c'est positif, parce que les alpha j, on l'a vu, sont strictement entre moins 1 et puis 1. Et puis ça, c'est un carré, donc c'est positif. C'est égal à lambda j, P'N de alpha j au carré, c'est encore un carré strictement positif, comme on l'a vu là. Et donc lambda j est strictement positif. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer, parce que ça va me servir dans la démonstration suivante. Alors je vais maintenant calculer cette intégrale, et ce résultat nous servira juste après. Donc il faut démontrer ça. Alors on peut commencer par calculer J0, enfin j'appelle ça Jn. J0 c'est l'intégrale de 1, entre moins 1 et 1, donc ça fait 2.
J1 c'est l'intégrale de x2 moins 1, donc une primitive c'est x au cube sur 3 moins x entre 1 et moins 1, ça fait ça. J2 c'est donc il faut que je développe x au carré moins 1 au carré et je l'intègre entre 1 et moins 1 et je trouve ça. Que je peux écrire comme ça. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce que là je vois 2 fois 2 tiers, 2 fois 2 tiers fois 4 cinquièmes. Bon, ça peut donner des idées. JN, c'est lui. Je dis que c'est 1 fois et je fais une intégration par partie. Donc x2 moins 1 à la puissance n. Ensuite je dérive le x2 moins 1 à la puissance n. Donc ça fait... alors, ça fait 2x fois n, c'est-à-dire 2nx fois x, ça fait 2nx2, x2 moins 1 à la puissance n moins 1. Ça vaut 0, parce que ça s'annule en 1 et en moins 1. Et là, je mets le moins 2n en facteur. Le x2, je dis que c'est x2 moins 1 plus 1. Comme ça, j'ai du x2 moins 1 puissance n plus x2 moins 1 à la puissance n moins 1. Et donc, je repère que jn, c'est moins 2n jn plus moins 2n jn moins 1. Et donc, en faisant passer de l'autre côté, 3n, non, 2n plus 1 jn, donc jn égale moins 2n sur 2n plus 1 jn moins 1. Voilà, ça c'est vrai pour n supérieur ou égal à 1. Alors, par une récurrence facile, enfin à partir de... Elle est facile, mais elle est facile qu'à partir de n est égal à 1. Je vais obtenir que ça me fait 2 fois 2 tiers fois 4 cinquièmes jusqu'à 2n sur 2n plus 1 moins 1 à la puissance n. Bon, ça c'est vrai par exemple pour n égale 1. J'avais trouvé quoi pour n égale 1? J'avais trouvé moins 4, 2 fois moins 2 tiers. Là, si je vais jusqu'à n égale 1, je finis à 2 sur 3. Donc, multiplié par moins 1, multiplié par 2. Donc, c'est bon pour n égale 1. Et si je suppose ce résultat vrai à l'ordre n, eh bien, je vais multiplier par... si je passe à l'ordre n plus 1, d'après ce que j'ai vu avant, jn plus 1, ça va être moins 2 fois 2 facteurs de n plus 1 sur 2n plus 3 fois jn. Donc ça va me rajouter ici un facteur 2n plus 2 sur 2n plus 3. Et ça va être multiplié par moins 1, donc fois moins 1 puissance n plus 1. Et donc le résultat sera vrai à l'ordre n plus 1. Voilà. Alors ça maintenant je vais l'écrire autrement. Je vais écrire que ici, là, alors je laisse le 2 tranquille. Et en haut, je vais dire que 2 fois 4, là il y a n termes. D'accord? Alors c'est des 2 fois 4 jusqu'à 2n. Et en bas, je vais compléter par 2 fois 4 jusqu'à 2n pour avoir factoriel 2n plus 1. Donc du coup, en haut, je suis obligé de multiplier par 2 fois 4 jusqu'à 2n, donc il va être au carré. Voilà. Multiplié par évidemment moins 1 puissance n. Et là, je repère que il y a n termes, donc il y a 2 à la puissance n à la puissance 2, donc 2 puissance 2n, fois 2, fois factoriel n, qui va rester au carré sur 2n plus 1 factoriel moins 1 puissance n, que je peux écrire 2 à la puissance 2n plus 2 fois factoriel n au carré sur 2n plus 1 factoriel, multiplié par moins 1 puissance n. Alors ça, je l'ai montré pour n supérieur ou égal à 1, mais je constate que le résultat est encore vrai pour n égale 0, puisque pour n égale 0, ça va me faire ici 2 fois 1, et donc je retrouve le 2 que j'avais pas trouvé dans la formule ici. Voilà. Voilà, donc ça y est, on a démontré que cette formule-là, on a démontré cette formule.
Alors, on utilise la formule de Taylor. F de x est égal à la somme de 0 à 2n-1 des fkm0 sur factoriel kxk, j'appelle p de x ce polynôme, plus le reste de Taylor u de x qui est égal à f à la dérivée de n de f en un point cx qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert sur 2n factoriel x puissance 2n. Et donc ça fait i de f, c'est l'intégrale i, égale i de p plus i de u. Et je remarque que puisque P est de degré 2n-1, donc inférieur ou égal à 2n-1, eh bien je sais que I de P est égal à J de P. Donc J de F, linéarité de J, qui fait J de P plus J de I, va être égal à I de P plus J de U. Donc quand je fais I de F moins J de F, j'obtiens donc I de U moins J de U. Et donc la valeur absolue de I de F moins J de F est inférieure ou égale, inégalité est égale à la valeur absolue de I de U moins J de U, qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de I de U plus valeur absolue de J de U, inégalité triangulaire. U de X, lui, comme le F de zénième est majoré sur le compact moins 1 par M positif, grand M positif, ça va être inférieur ou égal à m sur 2n factoriel x puissance 2n. Donc, i de u, qui est l'intégrale, va être inférieur à cette intégrale. Là, ça s'intègre par x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, ce qui fera du factoriel 2n plus 1. Et puis, les valeurs en 1 et en moins 1, eh bien, ça fera 1 à la puissance 2n plus 1, moins 1 à la puissance 2n plus 1, qui fera plus 1. Donc ça fait 2m sur 2n plus 1 factoriel. Quant à j de u, lui, il est égal évidemment à somme de 1 à n des u de alpha i lambda i. J de u est donc inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Et comme lambda i est positif, je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues autour de lambda i. Quant à u de alpha i, lui, est inférieur ou égal à m alpha i puissance 2n sur 2n factoriel. Donc ça va être exactement égal à m sur 2n factoriel fois ce truc-là qui vaut j de x à la puissance 2n. Je divise x puissance 2n par pn, division euclidienne. Et j'obtiens alpha k, je remplace x par alpha k à la puissance 2n égale pn de alpha k, q de alpha k plus r de alpha k. Et comme pn de alpha k vaut 0, j'obtiens que ça fait r de alpha k. Et comme degré de r est inférieur au degré de Pn, c'est-à-dire de L, d'accord, j'ai R qui vérifie, donc il est de degré inférieur ou égal à n-1, et il vérifie R de alpha k est égal à alpha k à la puissance 2n, quel que soit k allant de 1 à n, donc ça veut dire que R est le R est égal à P de x de z. Donc ça veut dire que J de x de z va être égal à I de R, le polynôme d'interpolation de x à la puissance de z. Donc j'ai J de x puissance de z qui est égal à I de R. I de R est égal à quoi? Ben, je reprends R ici, ça fait x puissance de z moins PNQ. Donc la différence entre ces deux intégrales, Q il est unitaire de degré n, parce que Pn est unitaire, d'accord? Donc comme celui-là est unitaire, il faut que Q soit unitaire de degré n, et il faut qu'il soit de degré n pour faire x puissance 2n. Donc Q est égal à x puissance n plus un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, somme de PNU va être égal à 0, puisqu'il est inférieur ou égal à n-1. Donc, j'ai I de R qui est égal, ça, je le calcule, l'intégrale, ça fait 2 sur 2n plus 1, moins somme de PNXN, moins somme de PNU. Somme de PNU, ça vaut 0. Donc, ça fait moins somme de PNXN. Alors, Pn est égal à n factoriel sur 2n factoriel, dérivée n de ça. Je fais une intégration par partie comme j'en ai déjà fait. Donc classique, j'intègre ça. Je dérive ensuite x puissance n. J'obtiens ça. Et je montre facilement par une récurrence sur k
que l'on a ce résultat-là. Je ne la fais pas la récurrence sur K, je vous laisse la faire, il suffit de refaire ça. Donc ensuite, je l'applique au cas K égale N, et quand K égale N, je vais tomber tout simplement sur l'intégrale de moins 1 de moins 1 à 1 de x2 moins 1 à la puissance n dx, qui sera donc multiplié par factoriel n moins 1 puissance n. Donc ça fait que somme de Pn xn va être égale à moins 1 puissance n factoriel n sur 2n factoriel. Alors ça, d'où je l'obtiens ce truc-là? Alors le n factoriel sur le 2n factoriel, je l'ai là, et puis il est multiplié par moins 1 puissance n factoriel n, donc ça fait factoriel n au carré, et puis il reste cette intégrale. Cette intégrale, on l'a déjà calculée, elle vaut ça. Et donc je vais multiplier par ça, ce qui fait que j de x puissance 2n, qui était égal à i de r. I de r, j'ai dit que c'était 2 sur 2n plus 1, moins somme de Pnxn, et donc par multiplication de tout ça, j'obtiens ça. D'accord, multiplié par ça, hein, n au carré de puissance 2n, donc c'est très long. Donc ensuite je fais quoi? Eh bien ensuite, je constate que là, il y a un terme. Donc je prends le 2 à la puissance n au carré. Hein. Chacun de ces n termes, je les multiplie par 2. Donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, ça devient ça. D'accord? Et comme j'ai 2 à la puissance n au carré, donc je peux faire ça pour chacun des n factoriels. Donc j'obtiens bien ça. Alors évidemment, il va me rester factoriel n au carré. Hein, j'utilise que ces deux-là. Et puis en bas, j'écris que j'ai factoriel de 2n, c'est-à-dire ça. Et puis là, je constate tout simplement, oui alors, parce que ça s'est simplifié, ça devient plus. D'accord? Donc j'obtiens tout simplement que j'ai une soustraction. Je n'ai pas besoin de majorer, de minorer ce truc-là. En fait, je n'ai pas besoin, je peux dire que c'est inférieur à 2 sur 2n plus 1. Et en réalité, ça me suffit, hein, parce que de toute façon, je sais que j de x puissance 2n, il est positif. Hein, il est positif, et ça, je ne sais plus trop où je l'ai obtenu. J de x puissance 2n, il est de toute façon positif parce que c'est la somme des lambda i, alpha i à la puissance 2n. Or, ça c'est positif et les lambda i aussi. Alors maintenant, je fais i de f moins j de f. Il est donc inférieur ou égal à valeur absolue de i de f. Alors ça, je l'avais déjà majoré par 2n sur 2n plus 1 factoriel. Et je rajoute l'autre. Et l'autre, c'est quoi? C'est 2 sur 2n plus 1 fois m sur 2n factoriel. Pourquoi? D'où il sort? Il sort de là. Ce m sur 2n factoriel. D'accord? Et donc, ça nous fait du factoriel 2n plus 1. En haut, ça fait du 2m plus 2m égale 4m sur 2n plus 1 factoriel. Donc, j'obtiens que valeur absolue de i de f moins j de f, hein, d'accord, c'est-à-dire l'écart entre la valeur exacte et son approximation, eh bien, ça est inférieur à 4m sur 2n plus 1 factoriel. Et là, c'est nettement meilleur que ce qu'on avait obtenu précédemment. M étant, évidemment, et on ne sait pas exactement comment se comporte la dérivée 2n de f, mais bon, M, c'est le sup de la dérivée 2n sur moins 1. On va maintenant donner une relation de récurrence, des relations de récurrence, qui permettent de calculer les IN, les PN et les LN. Alors IN, c'est ça. On va trouver cette relation. À partir de cette relation, on peut trouver celle-là sur les polynômes de Lagrange et celle-là sur ceux de Legendre, pour n supérieur ou égal à 1. In plus 1, c'est donc la dérivée n plus 1 de x de moins 1 à la puissance n plus 1, donc la dérivée n de la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est 2 n plus 1 x, x de moins 1 à la puissance n.
je sors le n plus 1 et je redérive une autre fois. Donc je dis que c'est la dérivée n-1 de la dérivée de x, x2 moins 1 à la puissance n, ce qui me fait x2 moins 1 à la puissance n, hein, 1 fois, c'est u, dérivée de uv, plus 2n x qui vient multiplier le x, x2 moins 1, puissance n moins 1. Donc ça fait 2n plus 1, dérivée n moins 1, 2n plus 1, 1 plus 2, ah oui, ici le x2 je le remplace par x2 moins 1 plus 1. Donc ça me fera comme ça 2n x2 moins 1 à la puissance n. Donc 2n plus 1 à la puissance, que je dérive n moins une fois. Et puis ici, il y aura un plus 1 plus 2n x2 moins 1 à la puissance n moins 1 que je dérive n moins 1 fois. Donc ça fait in moins 1, 2n in moins 1, qui évidemment est multiplié par 2n plus 1. Voilà. Je m'intéresse à cette dérivée là, et j'utilise la formule de Leibniz. C'est comme x est de degré 1. À partir de 2, les dérivées de x sont nulles, donc ça va me faire dérivée 0 de x multiplié par dérivée n de x2 moins 1 à la puissance n, plus 1 parmi n, c'est-à-dire n, dérivée de x 1, dérivée de x2 moins 1 à la puissance n, mais dérivée n moins 1 n. Donc ça me fait, ça c'est x in, hein, x in, plus n, ça, est égal à in plus 1 sur 2n plus 1. Pourquoi? Ça vient de là. Cette relation, en divisant par 2 sur n plus 1, je trouve bien x, x2 moins 1 puissance n que je dérive n fois. D'accord? Voilà, donc ça fait bien ça. Alors maintenant, in plus 1, j'avais trouvé que c'était ça. Oui, que c'était ça, pardon. D'accord? Donc ça fait 2n plus 1, 1 plus 2n. Celui-là, il va être égal à quoi? À in plus 1, je vais passer ça de l'autre côté, moins sur 2n plus 1, mais je divise par n, ouais, plus moins x in sur n. D'accord? Ça c'est ça. C'est juste cette parenthèse. La dérivée n moins 1. Ok? Plus, donc ça correspond à ça, plus 4n, n plus 1, in moins 1. Et maintenant, si je regarde ça, in plus 1 du côté droit, là. Il va y avoir une simplification, et aussi par 2, il va rester 1 plus 2n sur n. J'envoie cet in plus 1 de l'autre côté. Ça va faire 1 plus 2n sur n, moins n, ça va faire 1 plus n sur n. In plus 1, d'accord. Celui-là, je l'envoie à gauche. Donc, ça va me faire 2x n plus 1, 1 plus 2n sur n, in. Et celui-là, je l'envoie aussi à gauche. Moins 4n, n plus 1, in moins 1. Et maintenant, je multiplie par n sur 1 plus n. Donc, ça va faire 2x, 1 plus 2n, in. Et là, je multiplie par n sur 1 plus n, ça supprime celui-là, moins 4n2, in moins 1, et j'ai bien cette formule. Voilà, maintenant je vais remplacer les in par 2n factoriel pn fois factoriel 2n sur factoriel n. Donc, à partir de celle-là, donc 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel. Ici, je remplace par 2 puissance, par 2n factoriel sur factoriel n. Et là, je remplace par 2n moins 1 factoriel, 2n moins 2 factoriel sur factoriel n moins 1. Voilà. Et maintenant, je multiplie par n plus 1 factoriel. Donc ici, ça revient à multiplier par n plus 1, d'accord, d'où ce n plus 1. Et ici, ça revient à multiplier par n plus 1. Alors là, ça va faire du 4n3, n plus 1, 2n moins 2, factoriel, pn moins
Et puis maintenant que j'ai ça, je vais diviser en fait par factoriel de n-2. Donc il va rester 2n-1, 2n, 2n plus 1, 2n plus 2. Ici, il va rester 2n, 2n-1. Et ici, bah, ça supprime le factoriel de n-2 tout simplement. Donc j'obtiens ça. Alors maintenant, 2n-1, 2n plus 1. Alors je vais diviser par 2n fois 2, alors c'est-à-dire 4n, n plus 1. Je divise par 4n, n plus 1. Il reste ça. Ici, 4n, alors 4n, le voilà, n plus 1, donc il va rester ça. Et ici, 4n, donc il va rester n2. Voilà. Et maintenant, si je regarde ça, ça donne bien ça. Il suffit que je divise par 2n-1, 2n plus 1. Donc ça fait Pn plus 1 est égal à xPn, moins n2 Pn moins 1, mais sur 2n plus 1, 2n moins 1. C'est bon. Et pour la dernière, je remplace le in par 2 puissance n factoriel n ln. Donc 2 puissance n plus 1 factoriel n plus 1 ln plus 1. Ici 2 puissance n factoriel n ln. Et ici 2 puissance n moins 1 factoriel n moins 1. D'accord. Alors maintenant, il faut faire le ménage dans les puissances de 2. Partout, il y a 2 puissance n plus 1 en réalité. Donc je peux m'en débarrasser. Et puis je divise tout ça aussi par factoriel n-1. Si bien que ici il va rester n plus 1. D'accord. Ici il va rester n plus 1, ln plus 1. Peut-être qu'on peut faire mieux d'ailleurs. Hein. Non. Alors ici il va rester n. Non, il va rester n plus 1. Oui, parce que ici, je prends un dn que je multiplie par factoriel n-1. Donc ça fait factoriel n. D'accord. Donc j'ai des factoriels n partout. Il me reste n plus 1 de ce côté-là. n plus 1, ln plus 1. Ici, il va me rester 1 plus 2n x. 1 plus 2n x. Donc n plus 1, ln plus 1, 1 plus 2n x. Et ici, il va me rester... donc j'ai utilisé un n pour faire factoriel n, il m'en reste un n, ln-1. Voilà. Et donc, là il y a une erreur, c'est ln-1. Et ça c'est exactement la troisième relation. Ça c'était la deuxième, et ça c'était la troisième. Tout est démontré. On va voir maintenant que les fonctions in de x sont solutions d'une équation différentielle d'ordre 2. Alors, je ne mettrai pas le x, hein. J'écrirai toujours des dérivés, mais sans mettre le x, pour aller plus vite et pour alléger l'écriture. Donc, in de x, c'est la dérivée énième de 1 moins x2 à la puissance n. Donc, sa dérivée, c'est la dérivée n plus unième de ça. Ce qui revient à prendre la dérivée énième de la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est 2nx, x2 moins 1 à la puissance n moins 1. Bon, on met en facteur le 2n et on dit que ça c'est de la forme u fois v et on utilise la formule de Leibniz, mais en remarquant qu'à partir de la dérivée seconde de x, c'est nul. Donc ça fait dérivée zéroième fois ça dérivée énième, hein, d'accord, plus dérivée de x fois ça dérivée n-1. Là, je reconnais in-1, donc 2n2 in-1. Et là, je reconnais la dérivée de x2-1 à la puissance n-1 et n-1 après, c'est-à-dire in, c'est la dérivée énième, c'est la dérivée énième de ça, donc c'est la dérivée de i'N-1. Voilà, donc 2nx i'N-1 plus 2n2 in-1. J'appelle ça 0. C'était égalité. Donc, si je remplace n par n plus 1, ça fait i'N plus 1 est égal à 2n plus 1x plus 2n plus 1 au carré in. Voilà, là, c'était i'N.
Pardon. Mais je sais, je l'ai vu avant, que IN vérifie cette équation, cette égalité là qu'on avait vue donc précédemment. Et donc, quand je dérive, ça fait i'N plus 1 égale 2 facteur de 1 plus 2n dérivé de x, donc 1 IN, plus 2 1 plus 2n x i'N, moins 4n2 i'N moins 1. Comme j'ai deux expressions différentes de i'N plus 1, je soustrais, je dis que ça fait 0. Et donc en soustrayant, au niveau des i'N, la différence c'est 2nx. Et au niveau des IN, pour faire ça moins ça, bon là-dedans il y a 2n2 il va rester, donc ça fera moins 2n2, 4n il va disparaître, et 2 il va disparaître. Donc moins 2n2, IN, et de l'autre côté égale 4n2, i'N moins 1. Je peux diviser ça par 2n, et j'obtiens ça. Je peux en dériver cette expression, donc ça fait moins n i'N, plus i'N, plus x i seconde n, égale 2n i seconde n moins 1. Et donc après, qu'est-ce que je peux dire après? Eh bien, je peux dire que... Alors, comment j'ai trouvé ça? I seconde n, ah oui, je reprends ça. I seconde n, je dérive ça. Ça va me faire 2n i'N moins 1. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, ça. I seconde n égale. I seconde n, ça fait bien 2n i'N moins 1. 2n i'N moins 1. Plus 2nx i seconde n moins 1. 2nx i seconde n moins 1. Plus 2n2 i'N moins 1. Le 2n2, je le mets avec. Et donc, ça fait 2n facteur de n plus 1 i'N moins 1, plus 2n... Alors, je mets x en facteur, et là, j'ai 2n i seconde n moins 1. Mais 2n i seconde n moins 1, c'est égal à ça. Donc, moins n i'N plus i'N plus x i seconde n. Je simplifie ça. Alors, je fais passer, au passage, je remarque qu'il y a un plus x fois x i seconde n, donc je l'envoie de l'autre côté avec le i seconde n, ça me fait 1 moins x2 facteur de i seconde n. Ensuite, je vais avoir plus 2n, n plus 1, i'N moins 1, et il va me rester ce truc-là. Ce truc-là, c'est x moins nx i'N. Donc ça fait ça. Alors maintenant, je ne change pas le membre de gauche, mais ici, je remarque que j'ai 2n, 1 plus n, i'N moins 1. Mais 2n i'N moins 1, ça fait ça. Donc, je peux le multiplier par 1 plus n, ça fera moins n, 1 plus n, in, plus x 1 plus n, i'N, d'accord? Et après, cet i'N, je le mets avec ça. Et donc, ça va me faire x moins nx plus x plus nx, ça fera 2x i'N, moins n, 1 plus n, in. Et donc, finalement, j'obtiens que 1 moins x2 i seconde n est égal à 2x i'N moins n facteur de 1 plus n, in. Alors, si on veut, on peut prendre l'opposé pour avoir x2 moins 1, mais ça ne sert à rien. Et donc, à ce moment-là, ça fait moins 2x i'N plus n facteur de 1 plus n, in. Voilà l'équation qu'on a obtenue. Et ensuite, on sait que on passe de in à ln, les polynômes de Legendre, en multipliant par un coefficient qui dépend de n. Et donc, grâce à la linéarité de l'intégrale, si on veut, on a ln, c'est lambda n
IN, L', ça sera lambda n, I', et puis L seconde n, ça sera lambda prime n, I seconde n. Donc en fait, j'ai la même équation avec Ln. D'accord? Voilà. Et donc on a trouvé les que In de x et Ln de x vérifient cette équation différentielle qui est en fait quoi? Qui est x seconde, x2, pardon, moins 1 y seconde est égal à moins 2x y' plus n facteur de 1 plus n y. On va s'intéresser ici à l'espace R de x des polynômes muni du produit scalaire PQ est égal à la somme de moins 1 à 1 des PQ de t, Q de t, dt. Bon, donc ça fait, en fait, c'est un espace euclidien. C'est facile de démontrer que c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive, je ne le fais pas. On a déjà eu l'occasion de faire ça. Donc on considère ce polynôme qu'on connaît bien, dérivé énième de ça, Lagrange en multipliant par ce coefficient, et puis Legendre en multipliant par ce coefficient. Et en fait, ce qu'on va démontrer, c'est que ça soit les IN, les PN ou les LN, eh bien, ils forment une base orthogonale de R de x. Démonstration, je prends n différent de m. Donc par exemple, m inférieur à n, eh bien, on a vu déjà que somme de moins 1 à 1 de Pn, Pm est égal à 0 parce que le degré de Pm est inférieur ou égal au degré de Pn moins 1. Bon, évidemment, de même si n est inférieur à m, et donc ça veut dire que Pn, Pm pour n différent de m est égal à 0. Donc comme ils varient tous par des coefficients lambda, les autres aussi valent 0, et donc on a bien trois bases orthogonales. On va montrer maintenant que ce n'est pas des bases orthonormées. Alors on sait que Pn est unitaire et qu'il peut s'écrire comme ça, où le degré de Qn est inférieur à n. Donc somme de Pn, Qn, on a déjà utilisé ça, est égal à 0. Et donc le produit scalaire Pn, Pn va être égal au produit scalaire Pnxn plus le produit scalaire Pnqn qui vaut 0. Donc il est égal à Pnxn. Et ça, précédemment, on a démontré que le produit scalaire Pnxn, c'est-à-dire la somme de moins 1 à 1 de Pn de t x de Pn de x, x puissance n dx, eh bien, on a déjà démontré que ça, c'est égal à ça. D'accord? Et comme ça, c'est égal à ça, voilà, on multiplie et on trouve ça. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. D'accord? Bon, ça saute pas aux yeux que c'est pas égal à 1, mais on s'en doute un peu. Alors, on va regarder le produit scalaire ln. Il suffit donc de multiplier, puisque ln est égal à... Oui, en fonction de Pn, c'est ça. Donc, il suffit que je multiplie le produit scalaire Pn par ça au carré. Et donc, dans ce cas-là, là, je prends un factoriel de n multiplié par factoriel de n qui va se simplifier avec celui-là, puisque celui-là est au carré. Le 2 puissance 2n va se simplifier avec 2 puissance n au carré. Et factoriel n à la puissance 4 se simplifie avec factoriel n à la puissance 4. Donc il va rester un 2, et puis le 2n plus 1. 2 sur 2n plus 1. Voilà ce qui va rester. Et là, ça saute aux yeux que c'est pas égal à 1. Et donc, la base Pn n'est pas orthonormale. Et en fait, les autres ne le sont pas non plus. Voilà, il faut multiplier par leur coefficient, mais je ne vais pas le faire. La base Pn, la base Ln et puis la base des IN ne sont pas orthonormales, mais elles sont orthogonales.